l'autre grande guerre, celle qui a lieu en Europe, menace, et elle est d'autant plus menaçante avec ce soir les déclarations de Vladimir Poutine. On n'avait jamais entendu ce ton-là de la part de l'homme fort de Russie. Absolument. Pendant qu'Emmanuel Macron s'exprimait à New York, Vladimir Poutine, lui, participait à une réunion du Conseil de sécurité sur la dissuasion nucléaire. Ce soir, il propose une révision des règles d'utilisation de cette arme nucléaire et il va même plus loin. Désormais, le président russe se laisse la possibilité du recours à l'arme nucléaire en cas de lancement massif d'avions, de missiles ou de drones sur son territoire russe. Vous le disiez, Darius, c'est une information majeure. C'est la première fois qu'il le dit. La version actualisée du document propose qu'une agression contre la Russie par un État non doté d'armes nucléaires, mais avec la participation ou le soutien d'un État doté d'armes nucléaires, soit considérée comme une attaque conjointe contre la Fédération de Russie. Les conditions d'utilisation d'armes nucléaires sont également clairement définies. Nous envisagerons cette possibilité dès que nous recevrons des informations fiables sur le lancement d'attaques aériennes massives au-delà de la frontière de notre État. Via des avions stratégiques ou tactiques, des missiles de croisière, des drones, des missiles hypersoniques et d'autres aéronefs. Voilà. Évidemment, comme vous le disiez, il s'adresse là aux Nations Unies. La concomitance des deux événements, des deux discours est très frappante, Henri Guénaud. Oui, la concomitance est frappante, mais je voudrais faire deux remarques s'agissant des deux conflits. J'entends beaucoup de gens qui, écoutant le discours du président, se demandent s'il défend la bonne cause, c'est-à-dire soit il s'adresse à Israël, il considère que ce sont les Palestiniens et le Hezbollah qui sont victimes, soit il y a ceux qui en face pensent que sont le Hezbollah, le Hamas, etc., qui sont coupables, ce qui n'est pas faux en l'occurrence. Simplement, et c'est pareil en Russie, on a l'impression que s'affrontent toujours sur ces deux théâtres, maintenant, le camp du bien et le camp du mal. Donc chacun est dans son camp, et le rôle de la France, la voix de la France, ça doit être celle de la paix, c'est-à-dire celle qui fait tout son possible pour enrayer l'escalade. Parce que cette escalade, elle a des conséquences terrifiantes dans les deux cas. Donc la voix de la France, c'est celle de l'arrêt de l'escalade. Vous savez, pardon, Henri, vous savez ce que vous répondent beaucoup d'Israéliens et beaucoup d'Ukrainiens, à savoir que la paix, c'est la démission. Quand on est face à Poutine ou quand on est face au Hezbollah, on ne dit pas la paix. Ça s'appelle le pacifisme et le défaitisme. Moi, je comprends très bien les Ukrainiens et les Israéliens, je comprends très bien les Palestiniens et les Russes, tout ce que vous voudrez, mais encore une fois, si on en reste pour ce qui nous concerne, nous ne sommes ni Ukrainiens, ni Russes, ni Palestiniens, ni Israéliens, pour ce qui nous concerne, pour ce qui concerne la France, et le président de la République qui parle au nom de la France, ce qui concerne la France, il n'y a à mon sens pas d'autre attitude possible, conforme à la tradition française et au rôle qu'elle veut jouer dans le monde, que d'essayer d'arrêter l'escalade. Isabelle Saporta, il nous menace, Isabelle Saporta, il est en train de nous menacer de manière évidemment extrêmement grossière, parce qu'il faut dire ce qui est, on est à un moment où les avions, notamment les F-16, devraient pouvoir tirer, même si c'est depuis l'intérieur du territoire ukrainien, mais à l'intérieur de la Russie. Bah oui, ils nous menacent très clairement. Et moi, je reviendrai sur, pardonnez-moi aussi juste 2 secondes, sur la prise de parole du président de la République. Vous dites, il s'adresse aux Israéliens. Je pense qu'il s'adresse aussi aux Français. Je pense que le problème de Macron, c'est qu'à chaque fois qu'il est à l'international, il nous parle aussi à nous. Et qu'au fond, et ce sera pareil aussi sur toutes ces questions, c'est qu'au fond, il nous dit, il n'a pas été capable de... Moi, je me rappellerai toujours d'Hélène Carrère d'Encausse, quand j'étais encore à Fayard, qui me disait, au fond, le en même temps, en diplomatie, en politique internationale, ça ne fonctionne jamais. Donc, en même temps, il voulait soutenir Israël, mais il ne peut pas la soutenir plus d'un certain point, parce qu'en fait, il a très peur des répercussions qu'il pourrait y avoir en France. Il n'a pas été capable de dire que l'opération qu'avait menée l'armée israélienne au départ sur toutes les têtes de pont du Hezbollah était une bonne opération, parce qu'il était très gêné. Vis-à-vis de la Russie, vous avez raison. Là, aujourd'hui, Poutine nous menace et nous menace très clairement. Rappelez-vous, au début, il voulait parler à Poutine. Désormais, il n'est plus capable de tendre la main à Poutine, ça n'est pas possible. Mais en tout cas, d'établir un dialogue avec Poutine. Donc, Poutine nous menace et nous faisons quoi? Nous sommes à la tribune de l'ONU et
Je crois que nous parlons beaucoup dans le vide, en fait. Et effectivement, les Occidentaux sont-ils en train d'hésiter? La main des Occidentaux qui tremble. Rappelons, dans les prochaines heures, Joe Biden doit dire oui ou non à l'usage des missiles à longue portée et des avions à l'intérieur de la Russie. Ce message est pour lui. Oui, parce que le discours de Vladimir Poutine est très important. C'est un changement de doctrine de l'utilisation de l'arme nucléaire. Jusqu'à présent, les Russes étaient relativement conservateurs, en tout cas dans leur discours, avec une position qui n'était pas si éloignée que ça que la position française. C'est-à-dire, surtout, d'habitude, c'est pas Vladimir Poutine qui s'exprime directement. Oui, c'est vrai. D'habitude, ce sont toujours le président de la Douma, les propagandistes. Là, c'est Vladimir Poutine. Absolument. C'est pour ça que cette intervention a un caractère officiel, d'autant qu'il a autour de lui réuni les principaux responsables de la sécurité de son pays. Jusqu'à présent, la Russie, un petit peu comme la France, disait « Nous sommes une puissance nucléaire, mais l'arme nucléaire, on ne s'en sert que en cas d'agression nucléaire, ou si nos intérêts vitaux sont menacés par une attaque conventionnelle. » Et là, il dit, nous pourrions utiliser notre arme nucléaire si nous faisons l'objet d'une attaque conventionnelle, y compris par un pays qui n'a pas l'arme nucléaire. C'est évidemment l'Ukraine qui est visée, avec de façon très concrète l'incursion déjà à Koursk. Et il dit, il suffirait qu'il y ait un lancement massif d'avions, de missiles ou de drones pour que ça justifie l'arme nucléaire. Il se rapproche là. C'est le cas parfois. Il se rapproche là d'un chantage extrêmement direct, parce que quand il parlait des intérêts vitaux, bon, qu'est-ce que c'est que les intérêts vitaux, ça se discute. Mais en revanche, le lancement massif d'avions, de missiles ou de drones, ça c'est une possibilité assez immédiate si les Occidentaux disent oui. Oui, absolument. Et donc la question qui est simple, et à mon avis c'est celle qu'on doit se poser à Washington depuis tout à l'heure, c'est est-ce qu'il bluffe ou pas? Oui. Et là, le bluff est précis. C'est la première fois, soulignons ça, n'est-ce pas? Le bluff, il a toujours bluffé. Les fameuses lignes rouges qui n'en étaient pas, etc. Mais cette fois, le bluff est extrêmement précis. C'est extrêmement précis et ça tombe au bon moment. On est quand même à un mois, avec quelques jours d'élection présidentielle. Les Américains, pour eux, l'Ukraine n'est pas leur seule ni leur première priorité, on le sait. Et il essaie de faire peur à une Amérique qui a déjà une méfiance naturelle vis-à-vis des dires de Poutine et la capacité de la Russie de, un jour peut-être, même si là on parle que de paroles, mais de mettre les actes derrière les paroles. Henri Guénaud, est-ce qu'il est temps de prendre au sérieux les menaces du président russe? Alors d'abord, il faut toujours prendre au sérieux le chef d'un État nucléaire. Voilà, toujours prendre au sérieux. Rappelez-vous de ce que disait Kennedy après la crise des fusées de Cuba. Il faut absolument éviter de mettre en tension des États nucléaires les uns avec les autres. Donc il faut toujours prendre ça au sérieux. Moi, je ne prends pas la menace au sérieux. C'est-à-dire, on est dans l'ordre, pour l'instant, on est dans le registre de la dissuasion, dans une crise où chacun essaie de dissuader l'autre d'aller plus loin. Ce qui est à craindre, ça n'est pas que délibérément, froidement, Poutine décide de passer à l'arme nucléaire. Ce qui est à craindre, c'est l'accident. Ce qui est à craindre, c'est l'engrenage. Ce qui est à craindre, c'est ce qu'on ne voulait pas faire et qu'on finit par faire. Voilà. Donc il faut prendre au sérieux non la menace, mais le risque. Et c'est ce risque-là qui doit être aujourd'hui pris en considération et qui doit guider tous nos actes. Mais on a beau dire ça depuis des mois, depuis le début du conflit, personne n'y fait attention, puisqu'il y a le bien et le mal. Donc, de toute façon, si on est le bien, on peut tout se permettre. Si on regarde l'attitude des Occidentaux, qu'on leur donne raison ou tort, on constate que oui, ils sont en train de prendre ça au sérieux, puisque pour l'instant, contrairement à ce qu'on pensait, Joe Biden n'a pas franchi le seuil. Il n'a toujours pas franchi le seuil et aux États-Unis, en tout cas, je ne suis pas convaincue que c'est demain qu'il va le faire, pas avant les élections, et de toute façon, ce ne sera pas lui après. Donc, moi, je suis assez convaincue, quel que soit le résultat du 5 novembre, ça ne sera pas lui le prochain président. Moi, je suis assez convaincue qu'il ne franchira pas le seuil. Comment est-ce que vous expliquez ce double discours? Tout à l'heure, encore à la tribune de l'ONU, Emmanuel Macron disait « on est aux côtés des Ukrainiens jusqu'au bout, etc. etc. » Mais la fameuse affaire des missiles à longue portée à l'intérieur de la Russie, tous hésitent. Ben oui, ils hésitent depuis le début. J'ai envie de vous dire, les Anglais étaient assez partants quand même. Les Américains ont mis le stop quasiment tout de suite. Je parle sous votre contrôle. En plus, je trouve que ce que vous avez dit est tout à fait juste et passionnant. C'est-à-dire que tout le monde est en pleine élection. Les Américains sont en pleine élection et on voit bien que le vice-président potentiel de Trump, J.D. Vance, il n'a pas du tout envie d'y aller. Il explique au contraire comment il faut tout c'est pas dans les intérêts, oui. Exactement, c'est pas
pas dans les intérêts. On voit qu'en Allemagne, avec la montée en puissance de l'AfD, on se resserre complètement et toute l'Allemagne de l'Est est plutôt ancienne Allemagne de l'Est pro-russe. Donc moi, je rappellerai juste aussi que les États-Unis qui ont encore envoyé des navires plutôt au Moyen-Orient sont très engagés sur le Moyen-Orient. Ils ont d'autres inquiétudes, notamment en Chine et en Asie. C'est pas forcément là où ils ont envie d'avoir des problèmes. Oui. Il semble que les hésitations occidentales, on pourrait aussi ajouter celle de l'Allemagne, qui a déjà annoncé qu'elle réduirait drastiquement son aide militaire à l'Ukraine à partir de 2025. Il y a d'abord sans doute une inquiétude, une peur de Poutine, et évidemment ces dernières déclarations vont la renforcer. Il y a peut-être aussi, même si ce ne sera jamais exprimé officiellement, l'idée que c'est sans doute trop tard. C'est-à-dire que la Russie a quand même réussi à stabiliser le front. Les contre-offensives ukrainiennes n'ont pas été couronnées de succès. Ça fait quoi maintenant, presque 1 an et demi que le front ne bouge plus, et que donc le rapport entre le risque-prix en utilisant des armes de longue portée et le bénéfice qu'on pourrait en tirer d'un point de vue militaire est peut-être un risque trop élevé pour qu'on puisse y aller.